Bonjour à tous, vidéo sur mon statut de gardienne de la galaxie. Donc pour ceux qui ont suivi mon histoire savent de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas suivi mon histoire ne savent pas de quoi je parle. Bon, c'est pas grave, je vais pas reprendre de toute façon parce que seules les personnes réellement intéressées par le sujet suivent et vont pouvoir enfin entendre aussi ma position. Donc il y a une demande en attente de savoir quelles étaient mes positions au départ de cette galaxie et du fait que je me sois fait spolier, je dirais pas voler, mais spolier mon statut. Cela n'a pas permis que je puisse avoir une quelconque influence sur le monde, malgré quand même des efforts de ma part, de manière à être toujours bien positionnée, toujours bien au cœur des problèmes, toujours dans des mouvements de changement politique, dans des œuvres diplomatiques aussi, et dans des créations de modes de vie aussi, sur différents territoires. Donc j'ai accompli mon rôle, même spolié, du mieux que j'ai pu, et on en voit quand même le résultat, on en voit quand même les effets, et je sais que j'ai participé en mettant en place donc des modèles de vie qui m'avaient été aussi moi enseignés, transmis, mais je les ai transmis à mon tour, et cela a permis de faire survivre aussi des personnes qui étaient eux aussi spoliées par d'autres. Donc j'ai souvent été dans les nœuds politiques, géopolitiques en réalité aussi. Et c'est pour ça que j'ai un rôle souvent important en termes diplomatiques. Là où moi je voulais, mon profil, je voulais un peu avancer et énoncer mon profil politique, puisque les gens ne savent pas vraiment dans quelle ligne je me positionne. Et j'ai envie de dire, c'est un peu la situation de la France en ce moment. On ne sait pas sur quel pied danser en termes de choix, de modèle économique non plus. Et quelque part, il y a une espèce de mouvement qui se fait où chacun cherche sa place et à se positionner. Donc moi, en fait, c'est vrai que en termes politiques, je me définis entre une forme de volonté qui mixe une réalité nécessaire, c'est-à-dire écologique, c'est-à-dire moi, quand on allait dans des temps anciens, quand on me demandait de me positionner sur la manière de gérer la nature, les biens et la consommation, et souvent les solutions trouvées de manière thérapeutique et naturelle, de manière à se soigner, j'ai rencontré beaucoup de résistance parce que les gens voulaient avant tout gagner de l'argent et faire commerce. C'est pour ça qu'on arrive aussi à une situation de surconsommation et que tout le monde s'est positionné sur des produits pour pouvoir faire de l'argent, mais alors beaucoup d'argent, et surtout prendre des places au-dessus, les unes sur les autres, au lieu d'être riches de manière équilibrée et prendre place à côté des uns et des autres. C'est plus le modèle, moi, que je proposais, d'être à côté des uns et des autres et pas les uns sur les autres dans un modèle de type pyramidal. Bon. Parce qu'en réalité, dans les temps anciens, il était toujours, même s'il y avait un roi, des conseils qui étaient mis en place pour la gestion des différents royaumes. Donc voilà, et rien ne se faisait sans les suggestions des conseillers ou des autres rois, des autres royaumes, et qu'il y avait un ensemble de décisions,
une collégialité qui permettait d'avoir une ligne directrice commune. En réalité, les gens arrivent quand même à avoir des lignes directrices communes. Et moi, ce que je constate dans notre système, c'est que finalement, les gens se jouent par des règlements, par des choix de position, la division. Et que, de fait de leur ligne directrice dont ils ne veulent absolument pas se séparer pour pouvoir survivre et vivre, en réalité mettent à mal la situation de pays. D'accord ? Et c'est le choix aussi de beaucoup de partis politiques qui veulent continuer d'exister et qui participent à une forme aussi d'individualisme et d'égoïsme. Donc moi, j'étais plutôt dans une attitude écologique, déjà de par nature, c'est-à-dire on ne fait pas mal à la nature pour exister. Voilà, l'humain ne doit pas faire mal à la nature pour exister. C'est ce que je prônais, c'est ce que je préconisais. Je préférais vendre ou utiliser un produit moins cher, mais qui n'allait pas faire de mal à la nature, parce que je comptais sur le fait qu'il y ait, par le biais de cette directive-là, qu'il y ait une économie à court ou moyen terme, peut-être long terme, qui s'axe sur l'équilibrage, un équilibre d'économie qui se fait en respect du bien-être de la Terre. Donc tout le monde aurait pu y trouver son compte si on avait fait preuve d'un peu plus de patience, d'un peu plus de temps, donc, et une position peut-être plus créative en termes de choix de produits et de choix d'économie et de commerce en respect de la nature. Voilà, moi c'est la manière dont je souhaitais qu'on se positionne. Sauf que ma place étant spoliée, les doutes étant de fait que je n'avais pas à mon actif toujours cette histoire de passage officiel et qui m'attendait à la fin des temps, au début en fait de la fin des temps. Bon, donc ma voix n'a pas été entendue et cela a arrangé beaucoup de gens aussi de ne pas faire valoir entendre ma voix, puisque ils venaient rechercher quand même entendre ma voix sur beaucoup d'autres sujets. C'est-à-dire que je l'ai conseillé sur tout un tas d'autres sujets, mais que certains sujets, notamment commerciaux, c'était plus ennuyeux, parce que déjà, de manière ancestrale, il y avait des choix qu'on a faits qui polluaient la nature. C'est pas juste au XXe siècle qu'on a commencé à polluer la nature, c'était déjà bien avant. Par des choix de produits, par des choix d'assemblage, par des choix de plus synthétiques. Bon, et puis dans la capacité du traitement du déchet, elle s'est quand même relativement toujours posée, et la solution c'était de dire on aura la solution plus tard, sauf que même plus tard on est tellement nombreux que c'est devenu, on l'a constaté, très compliqué. Donc on arrive à un moment où les gens font plus part de créativité et de création pour des projets de dépollution. Mais au départ, moi, je voulais qu'on parte sur une base non polluante. Voilà, non polluante. Voilà. Parce que ça faisait du mal aux animaux, parce que ça faisait du mal à l'écosystème, parce que ça faisait du mal à notre nourriture, que ça participait à augmenter le nombre de maladies aussi de nos corps. Et qu'il y avait des personnes qui faisaient de l'argent dessus, et qu'aujourd'hui on en voit le résultat criant au travers d'un développement de laboratoire, qu'on en voit des stratégies politiques et économiques au travers de notre santé, ce qui ne convient pas. Les gens tombaient très peu malades, et quand les gens ont commencé à tomber malades, on s'est vraiment posé la question s'il n'y avait pas déjà de manière ancestrale des stratégies qui visaient à faire tomber les gens malades de manière à faire de l'argent. On s'est déjà posé la question à l'époque d'Hippocrate, moi je vous parle. Voilà. Et que déjà les soins Hippocrate, alors où tous les médecins prêtent serment sur le serment d'Hippocrate, j'ai envie de rire, parce qu'il avait quand même une thérapeutique extrêmement naturelle.
Et ça signe chez tous les laboratoires. Hein. Donc que vous soyez harcelé ou pas, vous en avez pas dans le pantalon. Tous là. Voilà. Et donc on arrive à un point où il y a des lobbies, où il y a un tel travail d'influence et de contre-influence qui font qu'on est tous obligés d'avoir des produits qui ne sont pas adaptés en réalité à notre corps, hein, qui, on le voit, il y a plein de produits qui sont utilisés notamment en agriculture, hein, ça n'a pas été à surveiller depuis le XXe siècle, où les gens ont dit ouais, on verra, il y aura peut-être une solution après, et puis on disperse de partout sur la denrée alimentaire. J'ai envie de dire, bien fait pour nous. Hein, s'il y a des gens qui mauvais, en plus, alors, je veux dire, s'il y a des gens qui se plaignent hein, qu'il y a un système où il y a beaucoup de malades, j'ai envie de dire oui, mais parce qu'on fait de l'argent aussi dessus et qu'on touche des bakchiches aussi dessus. Donc voilà, moi déjà très tôt, je m'étais avancée comme étant contre ça, hein, comme étant contre, voilà. Et bon, tout le monde s'est arrangé sur certains sujets et de mes choix et de mes conseils contre moi et ont utilisé le fait de la non-reconnaissance hein, de ma personnalité. Voilà, vous l'avez compris. Donc, autre fait, donc je me positionne effectivement plus de manière écologique. Pour autant, est-ce que je soutiens le parti écologique c'est-à-dire, eh ben, tout va dépendre aussi des mesures qu'il y a à côté. Hein, parce que effectivement, un parti se positionne par rapport à un projet de vie, par rapport à une vision de la société, hein, par rapport à des droits. Hein, par rapport, donc ils se mettent, donc moi, c'est-à-dire chaque parti se positionne, moi je défends telle communauté, moi je défends telle communauté, moi je défends tel parti, moi je défends tels idéaux, telle valeur, etc. Donc tout le monde se positionne de manière séparée et qu'après, une fois qu'ils sont ensemble à l'Assemblée nationale, ils savent pas s'entendre. Mais pourquoi vous organisez de manière séparée si dans tous les cas, on a besoin d'être représentés tous ensemble? Donc ça aussi, ça va pas. Pourquoi? Vous l'avez compris. Pourquoi on est représenté de manière séparée et donc quand il s'agit de prendre des décisions à un niveau, parce qu'on le voit que les Français quand même ils sont soudés, ils sont reliés, ils arrivent à communiquer ensemble et par le fait de compétences définies au travers de partis séparés, on se retrouve vous vous retrouvez à pas pouvoir vous entendre sur des nécessités de pays, de droits et de vie souveraine de notre peuple. Donc vous semblez dire représenter des communautés, mais moi ce que je dénonce depuis plusieurs fois sur mes vidéos, c'est que vous représentez en réalité des financeurs qui financent votre parti, hein, puisque vous ne retrouvez pas non plus, certes vous avez les votes, mais c'est le bas du panier finalement, les votes. Hein. Le haut du panier à vous, c'est de trouver les financeurs et donc les influenceurs de vos partis. Ceux qui vont influencer réellement vos votes lors des projets de loi et des présentations des lois à l'Assemblée nationale. C'est ça que je dénonce. C'est ça où je dis la République, ça va pas. Parce que comment on peut dire que vive la République, vive la France? Comment on peut dire vive la République, vive la France quand le système il est biaisé? On nous berne. Et je crois qu'on se fait spolier depuis des décennies à coups d'impôts. Dont les mecs ils remboursent les financeurs de leur parti politique au travers de nos impôts, j'en suis sûre. Et donc c'est pas normal. Pourquoi c'est pas notre système d'État et nos impôts qui payent directement, qui financent nos partis politiques pour représenter vraiment la classe nationale de notre pays, les citoyens, la classe citoyenne de notre pays. Parce que le vote, encore une fois, c'est le bas du panier. C'est pas les citoyens votants qui donnent de l'argent aux partis, enfin. Ils ont des adhérents, certes, mais pas des masses. C'est parce qu'ils financent le plus leur campagne, ni leur vie au cours de l'année pour qu'ils nous assomment dans leurs médias de leurs idées, pour que finalement c'est eux qui influencent notre mode de pensée, notre mode de vie, alors que c'est nous à influencer leur choix dans les lois. C'est pas l'inverse.
Donc ça va pas. C'est ça que je dénonce. Donc après qu'on m'explique que la liberté, elle dépend d'une apparence pour accéder aux mêmes droits que les autres, j'ai envie de dire, il n'y a pas de la discrimination là par rapport à la loi de 1901 et la laïcité. Vous êtes des gros menteurs. Vous êtes des gens qui ne représentent pas la vie civile française. Vous profitez d'un système biaisé et qui, excusez-moi du terme, participe à niquer le peuple de France. Et pourquoi on s'en retrouve en réalité, moi, je connais pas bien les termes techniques économiques, hein, j'ai jamais vraiment fait d'économie, mais peut-être qu'on est en récession et peut-être qu'effectivement on arrive à une situation où on est comme la Grèce, mais comme on a toujours envie de se la péter et d'expliquer au monde qu'on a des leçons à donner, on fait genre qu'on n'est pas comme la Grèce, dans une situation qu'on n'est pas dans une situation comme la Grèce, elle a été, ou le Portugal. Donc est-ce que nous on va être intelligents à savoir s'organiser? Ben on va le voir, on va le voir. Mais à force de diviser, d'expliquer au monde que une tenue abaya c'est pas européen ou j'en sais rien quoi, j'ai envie de dire, vous allez nous saouler. L'Europe a compté sur l'immigration pour pouvoir vivre. Donc il y a des origines différentes, va falloir l'accepter une bonne fois pour toutes. Surtout quand ça trouve des ouvriers pour pouvoir subvenir à leurs besoins et monter des entreprises et s'enrichir. Puisque tout le monde, tous les Français, là, ont envie un peu d'être maîtres de leur destin en sortant du salariat aussi. Faut dire ce qui est. Il y a une vague, là, en Europe, où les Français, ils ont envie d'être entrepreneurs. Ils en ont ras-le-bol du salariat. Ils ont l'impression de se faire avoir. Et puis alors, les patrons, ils ont l'impression de pas trouver de bons salariés. Donc voilà, on sait plus comment se respecter les uns les autres. Vous voulez que je vous dise? On sait plus comment se respecter les uns les autres, voilà. On fait le bien. Vous connaissez l'expression, on fait le bien à Bertrand, il te le rend cagant. Je sais pas combien il y a de gens qui l'ont vécu, cette situation. J'ai fait le bien, il me l'a rendu cagant. Voilà. Donc je pense qu'il y a un handicap, je vous le dis, à faire son propre examen de conscience. Et il y a un handicap aussi dans le mode de communication des Français entre Français. Je vous le dis. Il y a un handicap dans la communication et il y a un handicap dans l'examen de conscience de soi-même. Pour relever qui a tort, qui a pas tort, qui a failli, qui a pas failli dans l'histoire. En termes de balance de justice, c'est bof. Et d'écoute, c'est bof. Voilà, il y a une petite défaillance quand même chez les Français, moi j'ai constaté. Donc après, vous voulez savoir quoi? Je suis pas contre le libéralisme. Je ne suis pas contre le libéralisme. Voilà. Mais je ne suis pas contre le communisme aussi. Il y a de bonnes idées. Moi, ce que j'aime bien, c'est synthétiser les bonnes idées et faire le truc parfait. Le plus parfait possible. Voilà, moi, c'est ça que j'aime. Mais comme moi, j'étais pas dans l'histoire, mais que j'ai été dans plein d'histoires, vous l'avez compris. Au cours de mon parcours, vous avez vu que j'étais quand même un peu partout. Donc ça prend ce que ça arrange, et puis quand ça arrange pas, mais sauf que vous n'avez pas de vision. Prenez ce que ça vous arrange, mais sans vision, ça donne des trucs ratés à la fin. Sur le long terme, ça ne va pas. Et ce qui est intéressant quand même, on l'a tous étudié, moi il me semble, il n'y avait pas en géographie et en histoire, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, là, il y a un problème d'économie qui ne circule plus. Vous trouvez pas qu'on n'est pas dans un mode d'économie circulaire ? Qu'effectivement, les Français, ils attendent aussi un peu plus de souveraineté, mais de repli aussi sur soi. Pourquoi? Pour remettre les compteurs à zéro. L'économie circulaire, c'était une bonne idée. Et si on le fait en plus sur des moyens beaucoup plus dépollués, mais ça veut dire aussi être moins dans une surconsommation. C'est-à-dire quand je vois des familles qui savent pas éduquer leurs enfants à moins consommer, qui achètent 3-4 portables par année à un gosse, j'ai envie de dire, elle est où l'éducation? Ouais, tu subviens aux besoins de tes gosses. Ouais, ils sont nourris, ils sont logés, ils sont blanchis. Presque t'es esclave dès qu'ils demandent un truc. Ouais, qu'est-ce que t'as pour pas être un parent défaillant, tu sais? Mais enfin, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le mode d'éducation.
la vision de la société, la personne, le citoyen en devenir par rapport aux autres. Et aussi le respect peut-être des populations qui sont moins vernies aussi que nous, et que y a des conditions de travail aussi ailleurs dans le monde. Hein. Moi, je tiens à en parler. Voilà, je tiens à en parler. Nous, on se crée un confort sur l'inconfort d'autres personnes, et ça va pas. Parce qu'en réalité, moi, ce que j'avais constaté, hein, parce que j'ai beaucoup voyagé, je suis allée sur beaucoup de territoires, et il y a beaucoup de gens qui se sont des petits peuples, hein, en réalité, qui s'étaient organisés de manière à avoir, parce qu'ils en avaient de toute façon pas les moyens, mais de manière à avoir pas besoin d'aller à l'étranger pour subvenir à un confort, pour subvenir aussi à un besoin de modernité. Et donc, s'ils avaient besoin, par exemple, je dis un truc, ils avaient besoin de construire un téléphone portable sans minerai particulier qu'on trouve en Afrique, par exemple, ils allaient faire appel à des geeks, à des scientifiques, à des je sais pas quoi, à des génies. Hein. Ils allaient payer des génies pour faire la recherche de la création d'un portable sans avoir besoin d'aller recourir à un budget, un commerce africain. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, si en France, parfois, on n'a pas le truc qu'il faut pour subvenir à notre besoin, pourquoi on ne fait pas appel à des génies qui trouvent des solutions ? Ça marche pour le pétrole, effectivement, hein, parce que les gens... Bon, je m'en fous du pétrole. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on gagne dessus. J'ai l'impression que en France, on n'a pas de pétrole. Ça nous rend dépendants de politique étrangère. Alors qu'il y a un mec, je sais pas ce qu'il a foutu avec de la betterave. Je crois qu'il a été emmerdé en plus, le mec. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi créons-nous des systèmes qui nous rendent attachés les uns aux autres et que cela influe notre mode de vie? Pourquoi vous partez toujours pour faire la course ailleurs dans le monde alors que déjà chez toi ça va pas? Il y en a, ils ont dit j'aime la France c'est un beau pays, ils ont participé à le pourrir. Et après, ils vont aller voir ailleurs et puis ils vont dire ah, mais la France, de toute façon, c'est plus ce que c'était. Mais tu as participé à le pourrir, le pays. Et tu te casses et tu vas pourrir un autre pays ailleurs. Et t'es content. Voilà aussi la réalité de l'égoïsme qui est dénoncé. Donc je comprends pas pourquoi les gens ils sont incapables de faire leur examen de conscience par rapport à ça. Je veux dire, le pognon, ça les en dispense pas, l'examen de conscience, en fait. Ils gagnent de l'argent, certes, mais cela ne leur donne pas le paradis. Et donc, à un moment donné, ils vont être jugés sur ce qu'ils ont fait. Même s'ils ont l'impression d'être garnis, hein, mais ils sont peut-être garnis comme le veau qui va passer au four, vous voyez ? Avec une pomme dans la bouche. En réalité, au travers de leur piscine, au travers de leur grande maison, au travers de leur baie vitrée, hein, belle, avec les grands écrans, les maisons qui n'en finissent plus, hein, on ne voit pas vraiment le père, ou les gosses se voient pas finalement entre eux non plus, que quand tu leur demandes des nouvelles des uns et des autres, oh ben je sais pas trop, Bon, je dis un schéma classique comme ça, mais c'est une réalité pour beaucoup, même voilà, hein, même chez les classes moyennes. Voilà, on subvient aux besoins des gosses et puis tant pis si le monde il est pourri après, j'ai fait mon devoir. Pas complètement. Le devoir n'est pas complètement rempli, il y a la conscience aussi qu'il faut remplir.
Pas que le ventre. Pas que la sécurité. Dans la pyramide de Maslow, c'est la base. C'est la base de la pyramide des besoins. Hein? Donc, voilà. C'est ce que je voulais dire. Et donc, en termes de gauche aussi, je tiens à parler de ça, de la gauche, parce que c'est vrai que Mélenchon s'est quand même positionné de manière à défendre les femmes musulmanes aussi, et puis les gens musulmans, hein, puisque le RN se positionne de manière un petit peu racialiste. Hein. En tout cas, peut-être pas eux, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui les suivent qui se positionnent comme tels. Donc, voilà. Hein. Et donc, la gauche, c'est pareil, je suis pas forcément de gauche, c'est-à-dire parce que je trouve qu'on botte souvent en touche, hein, sur des projections et sur des valeurs et sur des mises en œuvre. Hein. Il y a beaucoup de statu quo, de guerre un petit peu, moi, de ce que j'ai constaté de l'extérieur, hein, de guerre un petit peu égoïque. Hein, et voilà. Donc, même si je suis contre le fait que leur solution soit toujours la taxation pour augmenter, pour amoindrir la richesse, pour s'en prendre aux riches, tout ça, ce côté-là de la gauche, j'aime pas. Voilà. C'est vraiment un côté que je trouve... comment on appelle ça, inefficace. Voilà. J'ai l'impression que c'est inefficace de toujours s'en prendre aux riches pour taxer. C'est un regard sur la société, c'est un rapport entre les gens. Les riches, il faut les faire venir, il faut les faire rester, il faut les faire investir, mais aussi il faut qu'ils fassent leur examen de conscience que, avec les bénéfices qu'ils font, mais pour les faire rester, il faut quand même diminuer le montant d'impôt. Alors si sur les sociétés c'est 30-35, moi j'ai dit c'est maximum 30-35, ben, là c'est passé à 28 de ce que j'ai suivi, peut-être. Ben, 28, voilà, c'est déjà mieux. 25 sur l'impôt sur les sociétés, parce qu'en réalité, mais à ce moment-là, si on baisse les impôts sur la société, on arrête aussi les comment j'ai appelé ça, les subventions d'État. Parce que si le mec il construit sa société par rapport aux subventions d'État, mais qu'il est imposé énormément, cela n'a pas de sens aussi. On perd de l'argent au travers des subventions d'État qui sont données de manière annuelle. Annuelle, mon Dieu. Et tous les gens ils rejouent à chaque fois pour avoir le montant qu'il faut pour avoir la subvention, c'est n'importe quoi. Donc si on baisse les impôts, plus besoin, on donne plus de subventions, voilà. C'est-à-dire le mec, voilà. Il a son bénéfice, il réinvestit la somme qu'il faut par rapport à son service, hein. Et c'est un réel chef de société, voilà. Mais il fait son bif. Il fait son bif et on le laisse tranquille à organiser sa société, mais qu'est-ce que c'est que ça? De mettre des subventions d'État et en même temps, un impôt où il perd le mec sur 300 000 balles, il perd 80 000, quoi. Et après, il est imposé dans le privé. En plus. Par rapport à ce qu'il gagne sur son salaire. Hein. Voilà. Mais moi, ce que les gens aimeraient, c'est que la redistribution du mec qui gagne 300 000, hein, et ben, ça soit reversé aussi en prime. Mais les gens, ils sont contents, mais en prime. C'est-à-dire, tu fais un bénéfice annuel de 300 000 balles. Bah, l'année d'après, tu redistribues, je sais pas, moi, 500 balles par mois à tes employés. Pourquoi tu augmentes pas le salaire quand t'es au vert? T'es au vert? Augmente les salaires. T'es pas au vert, tu rebaisses les salaires. Ah non, en France, il y a une sécurité de machin. Ouais, mais ça va pas. Parce qu'il y a une assurance de l'emploi en CDI, mais après, le mec, il a son appart. Ouais, le mec, il prend son CDI, il a une base de salaire, etc. Mais tu l'augmentes en prime.
C'est ça qu'il faut bidouiller, excusez-moi, Bercy. Vous voyez? C'est-à-dire comment on peut verser des salaires, une augmentation de salaire, que ce soit par prime ou pas par prime, mais en termes de législation. Est-ce qu'il n'y a pas un putain de problème? Quand le mec, il veut augmenter, ça lui coûte plus cher quand il veut augmenter ses salariés en termes d'impôts ou de charges. Et donc, c'est là où il y a un problème. Donc, on s'en prenne à des partis politiques en disant « vous proclamez une politique, machin », mais il y a des problèmes de législation peut-être en termes de droit du travail, mais pas seulement. En termes de réglementation de paiement de salaire augmenté quand il y a un bénéfice intéressant. La prime annuelle, si vous voulez, quand il y a des efforts comme ça perpétuels, même si t'es à 300 000 balles, t'as fait des bénéfices, tu augmentes, je dis 500 balles, bon, c'est peut-être trop par rapport au calcul, j'en sais rien, mais tu augmentes de 300 balles le salaire, merde, waouh! Putain, l'entreprise, ça marche, et le mec, il est content d'aller bosser, quoi, tu vois. Le mec qui te fait chier, parce qu'il se la raconte, hein, au boulot, tout ça, il veut prendre le chef de la place du cadre, alors qu'il fait quand même pas aussi bien le boulot du cadre, etc., il se la raconte. Bon, bah, tu le licencies, voilà, après, il y a licenciement abusif, etc. Je sais, voilà. Mais à un moment donné, il y a combien de gens qui se font licencier sur des bases merdeuses, hein? Voilà, le mec il fait chier, sinon t'as un chieur dans ton équipe. Mais voilà, je parle des problèmes tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Voilà. Donc si on donne un peu, eh ben il faut pas non plus que les mecs non plus ils demandent tout le bras. Hein, vous la connaissez cette expression. Voilà, je donne la main, puis après tu veux l'avant-bras, et puis après tu veux le bras. C'est-à-dire, on fait au rythme des bénéfices. Je prends la main au rythme des bénéfices, je prends l'avant-bras, et puis voilà. Mais c'est ça que les gens attendent en France. Et c'est ça qui est dénoncé. Mais il faut que la réglementation et la législation, elles soient à la faveur des salariés, une bonne fois pour toutes, enfin. Et ça, de manière collégiale, vous n'arrivez pas à déréglementer ou à re-réglementer ou à corriger la réglementation là-dessus, de manière à ce qu'il y ait une facilité, qu'on soit pas toujours à dire on exonère des charges, les heures supplémentaires, merde. Il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices avec des milliards d'euros qui sont présents. Il faut encore travailler beaucoup pour être exonéré de trucs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? À qui ça convient pas que les gens n'aient pas plus à travailler pour gagner plus, enfin? Si le mec, il gagne déjà il a des bénéfices de milliards. Donc moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne, parce que est-ce qu'on parle pas aussi... Est-ce qu'on parle pas dans le vent, hein, dans le sens où le mec qui gagne, imaginons, 3 millions d'euros bénéfice annuel de sa société, il se sort un salaire, le mec, mensuel. Où va son putain de bénéfice de 3 milliards? Parce que il y a... D'accord? On va réfléchir ensemble. Donc, il y a quoi? Il y a la production. D'accord? Il va reverser de manière à ce que l'entreprise tourne. La production, dans le produit, déjà, de 1. Dans les machines, de 2. D'accord? Bon. De 3, les salariés. Il va reverser dans les salariés. Donc, sur ces 3 milliards, on va dire que pour faire tourner la machinerie, allez, il faut peut-être 700 000. Allez, je dis n'importe quoi. Il faut peut-être 700 000. Il reste 2 milliards. J'ai dit 2 milliards ou 2 millions? Je sais plus. On va dire 2 milliards. Sur 700 000, ou allez, on va dire sur 3 milliards, on va dire, parce que bon, il y a des mecs qui ont des milliards d'euros quand même, il faut en parler. Donc, 700 000, je suis gentil, on va dire, allez, 1 milliard. Sur 3 milliards, et on va dire 1 milliard parce que c'est une grosse machinerie, parce que peut-être qu'il est implanté un peu partout dans plusieurs territoires, etc. Bon, allez, 1 milliard, voilà, hop. Donc après... Il se paye un salaire, le mec, mensuel. D'accord? Donc, allez, on va dire, il se paye. Le mec, il a envie d'être à l'aise, il est milliardaire, etc. Il a envie de s'acheter... il a envie de s'acheter une Ferrari en sans contact à 300 000. On va dire, il se paye un salaire, allez, à
100 000 balles par mois. Ou alors, on va être plus cool, on va dire, allez, 60 000 par mois, le mec, il attend 2 mois pour pouvoir se payer sa Ferrari, t'as compris? Donc, voilà. Après, est-ce qu'il y a des mecs, est-ce que ça existe dans les impôts, hein, le côté où je déclare que je me paye 30 000 et en réalité, je touche 60 000 parce que ça aussi, on est en attente un peu de comprendre le système, vous voyez, de trucs pour arrêter qu'on parle dans le vent, dans les médias. On est saoulé. On est saoulé, en fait, par les sujets qui sont redondants. Et moi, je vous dis, si Macron, il est passé à un moment donné, c'est parce qu'on était dans une inertie totale politique entre la gauche et la droite et que tout le monde en avait ras-le-bol de cette histoire. Entre la gauche et la droite, tout le monde en avait ras-le-bol. C'était l'immobilisme le plus total. Parce que chacun restait sur ses positions, ça campait, et qu'on avait essayé la droite, et qu'on avait essayé la gauche, et qu'on avait essayé la droite, et qu'on avait essayé la gauche. Oh! On nous a pris pour qui, là? C'est pas la Coupe Davis, hein, en politique? Donc, voilà. On aime bien avoir des solutions concrètes. Donc, est-ce qu'on peut prendre les réglementations qui pêchent? Mais alors bien ciblées, quoi. On les cible bien. D'accord? Et on les cible bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On change. On regarde la réalité. On regarde ce sur quoi sont prêts à plancher les patrons. Parce que je suis pas sûre qu'il y ait tout le monde qui ait vraiment envie de partir de la France non plus. Mais c'est juste à un moment donné, le gouvernement, il fait quoi? Il bosse pour l'étranger au travers de notre pays, quoi. Moi, je suis pas d'accord pour qu'on parte en guerre avec l'Ukraine, hein, je vous le dis. Hein. Il est hors de question que j'attaque la Russie. Moi, la Russie, c'est une amie. C'est une amie de la France. Et elle a toujours été. L'Ukraine, c'est l'ami de la Russie aussi, normalement. Alors, quand on voit qu'il y a des Allemands qui sont pris aux Pays-Bas ou au Danemark, ou je sais pas où, en Norvège. Il me semble que c'est en Norvège, où il y a des drones, où c'est des Allemands qui ont été arrêtés pour des drones et qu'on fait croire que c'est la Russie. Mais oh! Ça suffit! Donc, voilà. Donc, en termes politiques, je me positionne derrière la personne qui a une putain de bonne idée. Voilà. Je vais pas aller vers la droite, je vais pas aller vers la gauche, je vais pas aller vers les écolos. Je veux quelqu'un d'intelligent qui sache trouver des solutions et les mettre en branle. Donc oui, voilà. Il y a eu quand même un vent de mouvement, de démocratie, où on est aujourd'hui à presque un modèle de proportionnel, sauf que c'est pareil, c'est l'immobilisme, c'est l'inertie, et que du coup, l'autre, pour passer ses idées, il passe des 49.3 à tout va. J'ai envie de dire, ouais, il y en a assez de pouvoir rien faire. Voilà, donc lui, il a sa ligne directive, qu'elle plaise ou directrice, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas. Il dit bon, maintenant il faut qu'on fasse quoi. Sauf que on est pris aussi dans un calendrier européen qui n'est pas à notre bénéfice, à notre faveur. Donc voilà. Donc je ne me positionnerai pas. Et moi, ce que je voulais pour l'humanité en termes et je vais terminer là-dessus. Ce que je voulais réellement en tant que gardienne de la galaxie, ce que je voulais réellement, c'était un monde effectivement d'assemblée, un monde de respect, de communauté, comme c'était à l'époque, pendant des siècles, et non de division, non de surconsommation, non de surpollution, parce qu'il y en a toujours un peu de la pollution, mais voilà, là c'est surpollué. Et je ne suis pas sûre que la dépollution se fasse qu'au travers de la fin de l'utilisation de la force thermique.
de la force thermique pour nos voitures et l'avion. Ouais. Mais enfin, on a quand même vérifié que la force thermique pour les avions, il n'y avait pas de problème. Ça tenait quand même bien. Hein, ça tenait quand même bien. Ouais, le réservoir, il tenait, qui faisait qu'on terminait le vol. Hein, parce que je suis pas sûre qu'il n'y ait pas des petits problèmes aussi avec l'électricité de partout. Je vous mets un gros point d'exclamation là. Attention. Voilà. À pas non plus faire que de l'électrique pour les avions. Moi, j'aurais vraiment la crainte. Parce qu'entre la pluie, alors même avec les technologies gna avancées et tout, il y a un truc, moi j'ai remarqué quand même, dans mon histoire de vie, c'est qu'il y a un truc qui marche bien, les gens ils veulent faire plus. Attention à ce plus. Attention à ce plus. Il peut arriver des drames avec ce plus. Voilà. Bon. Donc voilà, je voulais un monde d'équité, comme il est un petit peu expliqué dans la fameuse déclaration de 1789. Moi, je me souviens quand je l'ai lu pour la première fois, cette déclaration de 1789, j'ai pleuré. J'ai trouvé ça beau. Donc c'est pour ça que les Français y sont attachés. Mais là, vous êtes vraiment en train de nous faire détester la France au travers d'une république qui ne nous ressemble plus. Qui ne nous ressemble pas, qui ne nous ressemble plus. Voilà. Donc, ça va bien de nous manipuler le cerveau avec des termes accrocheurs en mots d'ordre. Mais les donneurs de mots d'ordre, là, va falloir aussi faire un examen de conscience. Je vous le souhaite. Voilà. Donc, très bonne fin de week-end à tous.